Et salut les astrophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo pour vous faire l'horoscope de la semaine puisque on arrive sur la pleine lune. Donc bon, vous savez, hein, la pleine lune c'est quelque chose qui se produit évidemment une fois tous les mois, hein, environ une fois tous les 28 jours puisque le cycle lunaire est de 28 jours. Excusez-moi si vous entendez du bruit, j'ai Maïko à côté. Et puis évidemment, alors moi je prends la pleine lune parce que c'est un peu traditionnel dans l'astro uranienne, on travaille beaucoup avec la pleine lune parce que c'est le moment où elle brille le plus et c'est le moment où elle donne donc une véritable définition du mois. Vous pouvez très bien travailler avec la nouvelle lune, avec les quartiers de lune, ce que vous voulez. En fait, là on travaille avec ce qu'on appelle un transit symbolique et les transits symboliques, vous pouvez prendre n'importe lequel et en fait il va couvrir la période jusqu'au même transit symbolique, c'est-à-dire que là on va partir de la pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Vous travailleriez sur la nouvelle lune, vous verriez la nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune suivante. Et si vous voulez faire à la semaine, vous faites à la semaine, hein, lunaison après lunaison, pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune, premier quartier, etc. Ça marche très bien. Donc, on va aller jeter un œil. Hop, tac. Je vais pousser juste ma barre qui est pas au bon endroit. Allez, Robert. Ah, quel bonheur ces logiciels. Hop, vas-y, tu vas en haut. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Touc, 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 touc. Donc je me mets sur la France, évidemment, si vous êtes sur un autre pays, vous mettez un autre pays, hein, bien entendu. Voilà, avec la capitale de préférence. Et on voit là la lunaison sous ma grosse tête. Voilà, lunaison, donc la pleine lune, hein, du 9/08/2025. Donc nous sommes présentement le 7, c'est dans 2 jours. 7h55 du matin, alors 7h55 temps universel, donc 9h55 en heure locale. Tac, et on va aller voir ce qui se passe un petit peu par là. Donc, alors, j'ai rien préparé, hein. Je vais pas regarder, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je fais comme d'hab, j'improvise, j'avais juste envie de faire une vidéo. Donc, on y va. On a bien le soleil ici et la lune à l'opposé. Vous savez que toutes les pleines lunes, c'est toujours une opposition soleil-lune avec la Terre qui se trouve au milieu, ce qui permet à la lune d'un côté de réceptionner toute la lumière du soleil et de nous la renvoyer, alors que si les deux étaient du même côté, soleil et lune, ensemble, la lune renverrait la lumière du soleil en direction du soleil et pas dans notre direction et du coup elle apparaîtrait noire, donc la nouvelle lune. Alors, nouvelle lune à nouveau, pleine lune, pardon, à nouveau, donc c'est quelque chose qui se produit tous les mois, 28 jours à peu près de cycle lunaire, 30 jours à peu près pour traverser un signe pour le soleil, donc fatalement, vous avez une pleine lune par signe, chaque année, ça se produit à chaque fois. Donc c'est sans surprise. Pourtant, là, donc on a le soleil qui se trouve en Lion, maison 11 pour nous, et la lune en Verseau, maison 5. Vous savez qu'on inverse le sens des maisons en astrologie uranienne. Alors si vous débarquez fraîchement et que vous n'êtes pas au courant, c'est simplement parce que lorsque vous voyez le soleil traverser un signe, eh bien en fait ça veut simplement dire que la Terre, qui est toujours à l'opposé dans le système gravitationnel Terre-Soleil, ça veut dire que la Terre est dans le signe opposé. Donc quand vous voyez le soleil qui se trouve par exemple en Lion, ça veut dire que nous trouvons à l'opposé, c'est-à-dire que nous sommes ici évidemment dans le signe du Verseau. De fait, avec la Lune, nous sommes conjoints avec la Lune, c'est aussi pour ça qu'on utilise la Lune comme un marqueur du mois quand elle est pleine, parce que c'est le moment où la Terre et la Lune sont ensemble au même endroit. Donc c'est toujours plus fort, en tout cas pour nous, de regarder ça comme ça. Donc forcément, on inverse. Hein. Quand on regarde, le soleil se trouve à un endroit, ça veut dire que nous, on est de l'autre. Donc par exemple, quand on arrive sur le début d'année zodiacal, le moment où le soleil se trouve dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, eh bien en réalité, ça veut dire que nous sommes dans notre premier signe du zodiaque à nous, qui est la Balance. Et donc dans ce cas-là, la Balance est la maison 1, et puis le Bélier est la maison 7. Alors, ce qu'on peut déjà noter, c'est que à nouveau, c'est un phénomène qui se produit tous les mois et donc une pleine lune en Lion Verseau n'a pas vocation à être plus extraordinaire qu'une autre, mais elle est quand même porteuse d'une symbolique assez particulière en cela que alors on utilise les maisons en astrologie uranienne, mais les maisons sont un petit peu vues de manière différente par rapport à l'astro classique, puisque nous avons plusieurs systèmes de maisons. En réalité, on peut prendre n'importe quel point du ciel, et n'importe quel point du ciel peut déployer son propre système de maisons. Et chaque maison a un reflet, c'est-à-dire une autre maison avec laquelle elle travaille. Alors en astro moderne, habituel, on a tendance à travailler avec les maisons qui sont opposées, c'est-à-dire que la 12 fonctionne avec la 6, la 1 avec la 7, la 2 avec la 8, etc. Ça fonctionne pas du tout comme ça en astro-uranienne. On a vraiment des répartitions un petit peu différentes et ça permet d'avoir tout de suite une symbolique beaucoup plus profonde et ça permet de comprendre pourquoi on se dit
Parfois, en astro classique, on se dit « Ah mais là, pourtant, il a cette planète dans cette maison, pourquoi ça marche pas ?» Bah, c'est simplement parce que quand vous regardez le reflet, vous avez une planète qui vient justement annuler tout ça. Et en fait, si vous regardez juste avec les maisons opposées, bah, ça fonctionne pas, en fait, ça n'a pas de signification claire. Par contre, si vous le faites avec les maisons uraniennes, c'est tout de suite extraordinairement porteur de sens. Et en fait, le système des maisons, ce qu'on appelle les systèmes les maisons de la Terre, les maisons de la Terre, c'est les signes du zodiaque. Et en fait, le système des maisons de la Terre, donc les signes du zodiaque, ont eux aussi des reflets. Et en fait, le système des maisons de la Terre est un petit peu particulier, c'est ce qu'on voit ici. C'est qu'en fait, les maisons en reflet, c'est la 12 avec la 10, la 1 avec la 9, la 2 avec la 8, la 3 avec la 7, la 4 avec la 6. Et vous avez la 11 qui est toute seule, et la 5 qui est toute seule. Alors moi j'ai proposé un nom pour ces maisons, c'est ce que j'appelle des maisons polaires, c'est-à-dire ce sont des maisons qui créent en fait un axe de symétrie autour desquels les maisons se répartissent, mais elles n'ont pas à proprement parler de véritables maisons reflets, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes. La maison 11 est indépendante, c'est-à-dire le lion est un signe indépendant, le Verseau est un signe indépendant, alors que par exemple le Cancer est extrêmement lié à la Vierge et inversement, la Vierge est liée au Cancer, la Balance est liée au Gémeaux, le Scorpion est lié au Taureau, etc. Et en fait, ces maisons-là, ce sont des maisons qui sont très polarisantes parce que dès l'instant où il va apparaître quelque chose dedans, ça va avoir un effet bœuf, ça va avoir un effet très fort et ça va être très marquant sur la signification du signe ou de la maison. Et donc là, en l'occurrence, bon bah on a le soleil d'un côté, on a la lune de l'autre, donc ça réveille un petit peu voilà ces deux axes-là. Et donc ça veut déjà dire que c'est des lunaisons qui sont pas c'est pas naïf, voilà, c'est pas subtil. Voilà, forcément il se passe des choses et ça peut être assez fréquemment des choses un peu tendues, quoi. C'est vrai que c'est pas de la demi-mesure. Quand il se passe quelque chose, généralement, ça dépote. Et donc là, on a la maison 11, qui est en réalité le signe du lion pour nous, hein. Vous savez, normalement, c'est la 5 en classique, mais on inverse. Donc, la 5, ça va être le Verseau et la 11, c'est le lion. Et là, par exemple, dans le signe du lion, donc le signe du lion nous parle de quoi? Bah, c'est l'attitude du peuple, parce que les signes du zodiaque, ça parle du peuple en entier, ça parle pas des individus pour nous en astro-uranienne. C'est l'attitude du peuple dans la sphère amicale, le protectionnisme, les actions humanitaires, l'instinct social, la collectivité, l'union nationale, la puissance ou faiblesse d'une société unie ou divisée, c'est les actions humanitaires, associations caritatives, communication publique, etc. Donc il y a vraiment cette notion de groupe, de faire des choses avec plein d'autres personnes et d'avoir peut-être même des associations, des clubs, des partenariats très forts pour mener une action grande, humanitaire ou caritative. Et de l'autre côté, on a évidemment la maison 5 qui est le Verseau, l'attitude sociale du public, le comportement vers les loisirs, les festivités, les arts, les rencontres, l'amour, la sexualité, reproduction, croissance, population, le théâtre, spectacle vivant, divertissement, etc. Donc en fait, c'est vraiment les significations classiques de ces sens, ces signes, sauf qu'on les a simplement inversés. Donc là, on a d'un côté, avec la maison 5, on a cette notion de jeu, d'amusement, de loisir, de quelque chose de presque j'ai envie de dire auto-centré en réalité, parce que les loisirs, même si vous allez faire une fête, même si vous allez au cinéma, même si vous allez faire un bon restaurant, bien sûr que c'est des choses que vous pouvez partager avec d'autres, mais vous le faites pour vous. De base, vous le faites pour vous. Alors que la maison 11, c'est ce qu'on va faire pour l'autre. Et c'est plus de l'autocentrage, on n'est plus égocentré, on est écocentré. Voilà, d'un côté on a de l'égologie, de l'autre on a de l'écologie. Et là, c'est une ligne de tension, c'est une grosse ligne de tension. Et on en entend parler puisque, alors évidemment, là ça touche la planète entière, mais chaque pays de la planète va, comment je peux dire, exprimer ça à sa propre façon, à sa propre manière, en fonction de ce que chaque pays vit, en fonction de son économie, en fonction de sa tradition, sa politique intérieure, etc. Nous, chez nous, comment ça se manifeste ces tensions? Alors, ça a commencé un petit peu avant, mais je pense que là, on y arrive de manière un tout petit peu plus forte. C'est par exemple avec la loi Duplon. Voilà, vous savez, cette loi qui va réautoriser les pesticides néonicotinoïdes sur le territoire français, ce qui d'ailleurs est un faux débat, puisque les gens s'insurgent. C'est très bien que les gens s'insurgent soudainement contre une loi qui a l'air d'être écocide. Et c'est ce qu'on voit donc du coup dans cette tension entre le 5 et le 11, puisque le 5 ça va être aussi le fait quelque part d'avoir du plaisir à faire quelque chose et de gagner quelque chose de satisfaisant dans ce qu'on fait. Et en fait là, cette loi du plomb, c'est l'opposition entre d'un côté les paysans qui ne gagnent pas leur vie parce que on leur bouffe en fait leur possibilité d'agriculture sous couvert d'obligations pseudo-écologiques, alors que de l'autre côté vous avez l'Union européenne qui nous fait venir de la bouffe jusque dans notre pays, issue de pays
pays dans lesquels on utilise ces néonicotinoïdes. Donc en gros, on est en train de dire, c'est un scandale de faire cette loi, nous on veut une terre bio, on veut pas manger de la saloperie, tout en allant manger des trucs qu'on achète dans des magasins qui importent justement de pays où on utilise des néonicotinoïdes. Donc en fait, c'est un faux débat, c'est un faux problème, c'est au mieux une hypocrisie, au pire une méconnaissance de la part des personnes qui s'insurgent de ça. Alors après, personnellement, pour être un apiphile, je suis un très grand amoureux des hyménoptères, des abeilles, des guêpes, des bourdons et tout ça. C'est vraiment mon grand dada. Forcément, au fond de moi, je suis insurgé aussi contre ça. Je me dis, j'ai pas envie qu'on se retrouve avec des néonicotinoïdes qui flinguent complètement les abeilles. C'est vraiment le truc le plus con de la planète. Mais en réalité, c'est un faux débat dans le sens où, au lieu de se révolter contre cette loi, il faudrait se révolter contre le fait que d'autres pays continuent d'utiliser ces produits-là et que l'Union européenne, voilà, en bonne ogre, nous oblige encore à aller bouffer les merdes d'ailleurs et nous interdit à les fournir chez nous, ce qui fait que nous, chez nous, nous avons des paysans qui ne peuvent pas produire, qui se retrouvent à l'os à même pas le quart du mois, qui sont de moins en moins payés parce qu'en plus de ça, les gros distributeurs prennent tout pour eux. Bon, on est totalement dans cette opposition écologie, maison 5, maison 11. On est vraiment en plein dedans. Donc, ça n'est pas surprenant, je veux dire que c'est un peu dans la mouvance. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe par là. On va aller voir s'il se passe des choses un peu pertinentes. Alors, ce que je remarque déjà tout de suite, donc à nouveau, hein, je vous ai dit, je suis pas préparé, donc je regarde à la pelleteuse comme ça. C'est que donc là on est sur le système des maisons. Donc là on voit que par exemple on a le point vernal ici, donc tous les signes sont fixes. Je précise parce que une fois qu'on a bougé la roue, en fait les signes continuent d'apparaître. Je les ferai disparaître plus tard. Et après du coup les signes sont décalés, donc faut plus regarder les signes sauf quand la roue voilà est dans cette position, c'est-à-dire avec le Cancer en haut et le bélier à droite, Balance à gauche et Capricorne en bas. Et là en fait ce qu'on voit c'est que le point vernal qui se trouve ici là en noir avec cette espèce de petite tête de bélier, donc qui représente en réalité le 0 degré du signe du bélier, c'est un point qui quand il est touché par d'autres planètes va avoir en fait un impact sur la planète entière, sur le monde entier. Et en cela, c'est pour ça que j'en parlais en disant, voilà, c'est pas non plus anodin ce qui se passe entre le Lion et le Verseau. Et c'est surtout pas anodin parce que cette pleine lune, si vous regardez, le soleil tombe juste à côté, pas très très loin. On est à 2 degrés, on est à 2 degrés de la petite flèche. Ici, la lune, pareil, on est à 2 degrés de la petite flèche, 2 je pense, hein, on n'est pas à 3. Oui, on est à 2, oui c'est ça. Excusez-moi, je joue pas les bonnes binocles. Donc là, on est dans une position où en fait le soleil se trouve en semi-carré avec le bélier et la lune en sesquicarré. Enfin non, d'ailleurs c'est l'inverse. Se trouve en lui en semi-carré avec le bélier et lui en sesquicarré, parce que si je me mets voilà, comme ça, on va le voir, lui est en sesquicarré et elle en semi-carré. Et ça, c'est extrêmement marquant parce que ça veut donc dire que cette lunaison, elle rayonne directement sur le monde entier. Cette pleine lune, elle n'a pas uniquement un impact parce qu'elle est dans des maisons polaires, elle a un impact surtout parce qu'elle se produit au milieu du signe et qu'au milieu du signe, on entre en résonance avec le point vernal et que donc ça va vraiment avoir un impact un peu partout. Donc je pense que ce rapport écologie, à mon avis, on va pas en parler que chez nous. Je pense que ça peut se produire un petit peu ailleurs. Alors je sais qu'après, il y a pas mal d'autres interrogations par rapport à l'écologie dans d'autres pays, par rapport à des politiques qui peuvent être un petit peu discutables par-ci par-là, par rapport au fait qu'ils puissent aussi par moments se produire des événements cataclysmiques qui nous font nous poser des questions sur la manière dont on gère notre planète et notre climat. Peut-être que ça peut jouer, effectivement, peut-être que tout ça, ça peut jouer. On va aller voir donc ce qui se passe dans l'espace. Tac, on se met ici. Alors j'aurais pu me mettre sur le soleil, bon ça n'aurait rien changé parce que de toute façon le soleil représente toujours la cuspide de la maison 4 et la lune la cuspide de la maison 10, donc la roue aurait été dans le même sens. Et donc on peut déjà regarder si on a des planètes qui fonctionnent avec, alors de manière directe, je pense, si, un peu, ouais. Bon, en tout cas, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une lunaison qui est en relation, d'un côté avec Mars et Zeus, de planètes explosives, de planètes assez flamboyantes, et de l'autre côté avec Saturne et Neptune, qui sont alors vraiment totalement à l'opposé de Mars et de Zeus. Zeus c'est le feu, Neptune c'est l'eau, Mars aussi c'est le feu. Saturne c'est pas une planète d'eau, mais c'est une planète qui est tout à l'opposé de Mars. C'est pour ça que les deux ne sont jamais bonnes quand elles se mélangent. C'est pas du tout une bonne chose parce que les deux ensemble peuvent provoquer par exemple des décès, des arrêts d'activité, des maladies, des blessures. Les deux ensemble c'est pas vraiment une bonne config.
En l'occurrence, moi j'aime pas quand Saturne est conjoint à Neptune, mais j'en avais déjà parlé à l'époque avec le Covid. J'avais dit qu'on n'en avait pas fini avec les problèmes sanitaires. Alors, faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet parce que je veux pas m'avancer, mais j'avais jeté un œil, alors vraiment à la volée comme ça, concernant l'éclipse là qui arrive, celle du mois de septembre. Et j'avais dit que je le sentais pas trop pour ce qui était justement d'ordre santé. Je pense qu'on n'a pas terminé entièrement de parler de tout ça. Donc il faudra qu'on revoie un petit peu ce sujet sanitaire. Je pense que c'est pas terminé. Il y a encore d'autres choses qui peuvent ressortir. Alors évidemment, se passe pas un jour sans qu'on entende parler de à nouveau quelqu'un avec des gros problèmes de santé soudainement. Pourtant c'est bizarre, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était en bonne santé avant que ça n'arrive. Bref. Les joies du hasard et des statistiques. Et là, c'est vrai que Saturne-Neptune ensemble, c'est pas une bonne config parce que c'est ce qu'on... Bah vas-y, casse-toi la gueule, Kevin, on dira rien. C'est ce qu'on retrouve dans les problèmes de maladies longue durée, des problèmes d'entrave dont on ne voit pas la fin, ou des problèmes insidieux qui se glissent comme ça, qui se faufilent, et en fait on entend juste une mèche qui est allumée et on sait pas où est le baril de poudre. Et en fait le problème du baril de poudre, c'est il se trouve juste ici en fait. On a un Mars qui se trouve hop, si je me remets, je vais me remettre à la cuspide, Ftouk. Voilà, on a un Mars qui se trouve dans la balance avec Zeus, et les deux en balance. La balance, c'est le signe de la société. C'est la figure de la société, c'est l'identité de la société. Et en fait, j'en avais déjà un peu parlé il y a pas très longtemps, avant qu'on ait les différentes emmerdes diplomatiques, on va dire, pour parler gentiment, avec certains de nos pays voisins. Je pense que c'est pas terminé et qu'on va certainement entendre encore parler de conflits à nouveau diplomatiques avec certains de nos voisins qui voudront taper du poing sur la table, et nous voudrons on voudra pas taper du poing sur la table parce que évidemment nos gouvernants sont des lavettes, que Macron est la plus grosse serpillière politique et diplomatique de ce monde et de toute l'histoire, je pense, de notre pays. Donc on va pas trop taper du poing sur la table, mais je pense qu'on va encore à nouveau s'essuyer les pieds sur nous. Je pense que vous pouvez deviner à peu près d'où vient le problème, puisque c'est un problème qui n'est pas nouveau. Et là en l'occurrence, voilà, moi je suis pas super fan de cette présence, cette présence flamboyante dans ce signe-là, au moment où justement notre nouvelle lune, notre pleine lune, pardon, entre justement en relation avec ces deux-là. Je suis pas fun à fond dessus. Bon, j'aime pas trop ça. Alors après, ce qui me dérange un petit peu plus aussi, c'est que justement ce fameux Neptune, Saturne et Zeus vont peut-être parler justement de ces problèmes sanitaires que j'ai mentionné avant, pas Mars, parce que Mars du coup tombe en maison 5, quoique si, ça pourrait être un problème lié par exemple à des IST, éventuellement, parce que une planète comme Zeus qui parle des gamètes, qui parle pas de fertilité, mais en tout cas de ce qui est jaculatoire, on pourrait peut-être dire ça comme ça, qui se trouve en maison 6, qui est la maison de la maladie, par rapport à la Lune, je précise, hein, dans la maison 6 de la Lune, avec du Saturne-Neptune en maison 11, j'aime pas, c'est comme si on avait une maladie qui se pointait et qui restait en fait dans la population sur une longue durée, quelque chose d'un peu tenace, vous voyez. Le problème c'est toujours Neptune, parce que Neptune on le voit pas arriver. Et j'ai l'impression que c'est comme si on allait implanter quelque chose là sur les prochains temps, et que c'est quelque chose on entendrait parler certainement plus tard. Donc je suis pas fan. Donc pour moi il y a de la tension avec les voisins, mais il y a de la tension aussi à l'intérieur même de chez nous par rapport à des questions sanitaires. Pour moi c'est pas terminé. Alors après évidemment avec un Neptune, Saturne, Zeus, Mars en maison 5, un peu, mais pas trop, mais c'est surtout à nouveau lui en maison 6. La maison 6 est extrêmement liée à l'eau. On en a parlé il y a pas très longtemps, puisqu'on avait vu cette alerte tsunami. En réalité, hein, c'est tout connement ça. Hein, c'est vraiment cette figure-là. Si vous reprenez le moment où le tsunami s'est déclenché, vous allez voir qu'il se passe des choses justement entre ces planètes ici, ces planètes-là, et puis d'autres planètes qui vont venir déclencher, qui vont mettre un petit peu le feu aux poudres. Je pense particulièrement à Uranus, parce que Uranus est jamais Uranus Admet, c'est les séismes. Voilà, c'est jamais anodin. Et effectivement, lui, pour la foule, en maison 6, pour la foule, parce que la Lune représente la foule, c'est pas une super bonne config. On va aller voir un peu les mi-points.
je vais peut-être passer en route 90, ouais, ça sera plus clair. Alors, on va voir. Donc, vous voyez, hein, sur la route 90, on a toujours le Soleil et la Lune qui sont ensemble. Ils sont en jolie presque conjonction avec Poséidon. Alors, un fonctionnement avec Poséidon en soi, c'est pas forcément extraordinairement parlant. D'un point de vue personnel, c'est d'un point de vue interpersonnel, c'est plus intrapersonnel Poséidon parce que c'est nos croyances, c'est nos avis. Néanmoins, là où ça peut, enfin c'est aussi notre spiritualité et religion, mais là où ça peut toucher par contre de manière un petit peu plus brute, c'est en ce qui concerne les avis politiques, puisque Poséidon est lié à la politique. Et donc je reviens à nouveau sur cet exemple de la loi du plomb. Je pense qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler justement parce que là on met en lumière les avis politiques des uns et des autres qui sont peut-être un petit peu cachotières ou un peu mensongères ou qui peuvent provoquer la mort, Mars-Saturne à cause des poisons de Neptune-Saturne. Mais à nouveau, j'aime pas non plus cet axe-là, parce que vous voyez, on a du coup un Mars-Saturne-Neptune ensemble, point vernal pas loin, Soleil-Lune, Poséidon avec du Zeus. J'aime pas non plus le fait qu'on ait un nœud lunaire Hadès-Pluton. Il y a comme une espèce de truc comme un mécanisme pernicieux dans lequel on rentre, une espèce de process qui va de mal en pis. On va de Charybde dans Scylla, et il y a comme un truc qui s'empoisonne. Il y a un truc qui s'empoisonne qui est pas du tout une bonne chose et qui pourrait se terminer en milice armée. Ça, moi, du Mars 2, c'est les armes à feu. Mars-Saturne, c'est la mort. Mars-Neptune, c'est l'acte de destruction. Neptune-Saturne, c'est l'érosion progressive ou le poison qui s'insinue et qu'on voit pas débarquer. Saturne-Zeus, c'est le projet de rupture, le projet de cassure ou la dynamique qui provoque un clivage. Avec un Poséidon pas très loin, je vais pas annoncer parce qu'on aurait eu peut-être des configurations pires que ça si ça avait été des attentats, donc je vais pas mentionner ça, mais je pense que les différents conflits et cette espèce de pseudo pas guerre civile parce qu'on n'y est pas non plus, mais enfin bon, il suffit simplement d'ouvrir un petit peu les yeux et de voir ce qui se passe chez nous. Notre pays est à l'agonie, il est totalement exsangue et continue de se faire laminer par ceux qui l'ont accueilli. Enfin, c'est un scandale sans nom. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu, à nouveau, à l'image du président, un pays qui soit une telle lavette. Voilà, en matière de ressortissants qui viennent foutre le bazar. Et donc à nouveau pour les conflits diplomatiques, je pense qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler. Et à mon avis, je pense que ça peut encore s'envenimer pas mal sur les prochains temps. On a un Uranus-Pluton. Uranus-Pluton, c'est l'escalade. Hein. C'est vraiment l'escalade, le truc qui grimpe assez rapidement. Alors, à nouveau, eu égard au fait que nous sommes sur une nouvelle lune, une pleine lune. Bon sang, j'en veux pour la nouvelle lune, hein, c'est terrible. C'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde. Mais nous, ça peut nous toucher quand même personnellement, parce que ce qu'on regarde personnellement, ce sont les deux points qui sont les seuls à être mobiles par rapport à une lunaison ou par rapport à n'importe quel phénomène en réalité astro général. C'est le milieu du ciel et l'ascendant. Le milieu du ciel, c'est ce qui se trouve, hop, où est-ce que je suis? Juste ici, et l'ascendant juste ici. Ah, j'ai ma souris qui a déconnecté. Milieu du ciel, ascendant. L'ascendant, ça va décrire le pays vraiment en tant que lieu. Ça peut parler aussi éventuellement de l'interface avec les autres, donc ça peut être par exemple le visage qu'on montre aux autres. Donc là on a un ascendant qui fonctionne avec Vénus et Jupiter, on peut peut-être essayer de donner un visage assez agréable, assez positif, assez accueillant, assez chaleureux. Ça, on est chaleureux avec ceux qui viennent d'ailleurs, mais pas avec ceux qui sont ici. Rien à foutre. Par contre, le milieu du ciel, lui, il va pas bien du tout, parce que il peut être avec Jupiter, mais il fonctionne aussi avec Hadès. Milieu du ciel, Jupiter, Hadès, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Voyez, c'est la main qui donne, la main qui prend. Enfin, en tout cas, c'est la main à qui on a donné et la main à qui nous reprend derrière. Et là, moi, j'aime pas trop ça parce que on va un petit peu de bonnes surprises en déconvenues et c'est pas forcément un truc hyper sympatoche. Alors, si on regarde le milieu du ciel en lui-même. On a une agitation, hein. Uranus-Cupidon, ça c'est la société qui est en agitation. On a notre fameux Saturne, Mars, Neptune qui fonctionne avec Zeus, ce qui n'est pas bon du tout. Avec un angle qui tombe juste à côté de Lune, Soleil, Poséidon, et on voit bien que ça fonctionne d'ailleurs avec Zeus. Alors Lune, Soleil, Zeus, ça c'est les individus, et ça c'est un individu. Le Soleil ça représente un individu, et la Lune ça représente la foule. Quand les deux sont ensemble avec une autre planète, c'est que l'intégralité évidemment des individus, les hommes comme les femmes, les hommes c'est le Soleil, les femmes c'est la Lune, mais aussi individuellement, personnellement et collectivement, il se passe des choses. Et là, quand ça fonctionne avec Zeus, ce sont les Français qui sont hommes et femmes, individus et collectivement, qui sont dans un état, je vais dire,
presque pyrétique. Voilà, nous sommes enflammés, nous sommes embrasés, et on a très très envie. Je vais pas dire d'en découdre parce que à nouveau, on n'est pas si idiot que ça. On a vu ce que tous ces mois, presque ces années, peut-être des années quand même, de gilets jaunes ont donné, c'est-à-dire rien du tout, rien à foutre. Voilà, on a arraché des mains, on a crevé des yeux. Voilà, d'un gouvernement qui n'a plus rien à prouver, qui s'est fait épingler par Amnesty International et même, je crois, par l'Afghanistan en disant bon là quand même les gars, même nous on trouve que franchement vous poussez mémé un peu dans les orties. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à prouver de ce côté-là. Hein, quand on sort des armes de guerre contre des manifestants, mal placé pour faire la leçon à qui que ce soit, vous voyez. Mais j'aime pas trop ce côté un peu embrasé, un peu virevoltant très vite. Alors pourtant on a quand même un joli Vénus-Jupiter. Alors Vénus-Jupiter en soi, ça peut être sympa. Ce qui me dérange un peu plus, c'est le Hadès-Vénus, parce que Vénus-Jupiter, Hadès-Vénus, ça représente un petit peu le cadeau empoisonné. On va vous offrir ça du coup pour vous calmer, et puis comme ça vous fermez vos gueules et vous retournez au turbin. Mais c'est aussi le un petit peu vous ne voulez pas de ça, ben dans ce cas-là vous aurez ceci à la place. Ou c'est un petit peu cette fameuse ce sophisme. Mais attendez, vous préférez ça ou vous préférez ça, eu égard au fait que ce sont deux mauvais choix, comme si on ne proposait pas d'alternative. Et en fait c'est comme s'il y avait une espèce de répondant, très certainement de la part peut-être des gouvernements, je pense, qui ne sont absolument pas des réponses, qui sont des fausses réponses, qui sont des camouflets. Et je pense qu'on n'a pas grand-chose à en attendre. Et effectivement, autant ce Vénus-Jupiter de base aurait pu être sympa, parce que Vénus-Jupiter, c'est quand même le cadeau agréable, c'est une espèce de comment je peux dire, c'est pas une vanité, mais on est dans une espèce de faste agréable, on a quelque chose qui est plutôt luxurieux, plutôt flamboyant, plutôt ouais, c'est voilà, c'est beau, c'est chatoyant, ça brille, c'est du cadeau, c'est agréable, c'est mais à nouveau avec cette présence de Hadès pas loin, je le sens pas du tout, j'aime pas cette présence-là. Alors peut-être une petite bonne nouvelle quelque part, peut-être quand même qu'on va nous lâcher quelque chose, peut-être un petit peu, vous savez, là par exemple on a entendu comment il s'appelle là, l'autre bouffe-tout inutile du gouvernement, Bayrou, voilà, qui voulait faire sauter 2 jours, alors en plus qui sont pas du tout anodins, hein, parce que quand même bon, voilà, hein, Pâques, 8 mai, si vous regardez un petit peu la symbolique, voilà, bon, ça prête à rire, hein, c'est pas quand même anodin. Peut-être qu'ils vont nous dire, soyons magnanimes, on n'en retirera qu'un seul. Et je pense qu'à mon avis, ça c'était un truc qui était prévu très certainement dès le départ. Et j'ai un peu cette impression-là de nous vous avons compris, je vous ai compris. On va retirer qu'un seul jour, on va retirer Noël, vous voyez. J'ai un peu l'impression de ça. Donc je suis pas hyper fan, ouais, c'est pas une super lunaison. Après il y a des jolies choses quand même. On a un ascendant de lunaire, ça c'est les réseaux qui se resserrent, hein. C'est faire des réseaux autour de soi, c'est essayer de faire fonctionner un petit peu ce que moi j'appelle l'arbre à téléphone, hein, vous savez, on essaye de faire fonctionner les gens avec qui on est autour, et puis de voir ce qui se passe, est-ce qu'on peut se filer des coups de main, des petits coups de pouce. Je trouve que c'est toujours une très jolie configuration, un milieu du ciel sur ascendant de lunaire. Ça c'est en tout cas le bon moment. En tout cas, si je pouvais donner un conseil, voilà, on va essayer de faire un horoscope de type conseil. Essayez un maximum de faire fonctionner vos relations, de prendre des nouvelles de vos proches, d'essayer de vous rassembler, de vous retrouver, de faire fonctionner les réseaux, les services rendus. Mais c'est pas la peine que t'ailles payer ça ailleurs, moi je peux te le faire gratis ou je te le fais contre un autre service. Vous voyez, vraiment du prêter pour un rendu. Avec d'ailleurs de l'ascendant Pluton. Alors milieu du ciel, ascendant Pluton, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Parce que milieu du ciel, ascendant Pluton, c'est ce qu'on retrouve par exemple lors de configurations de casse, de guérilla dans les rues, quand les manifestants ou les hooligans ou la population du 9-3 vient défoncer les villes, les rues, parce que c'est la population qui transforme le lieu, l'entourage. Mais cette transformation peut être aussi une destruction. Pluton, hein, c'est un process qui est pas toujours dans la douceur, hein, c'est souvent cassé pour reconstruire. Donc c'est pas nécessairement un truc hyper rigolo, voyez. Après, le fait d'avoir un ascendant Pluton, ça c'est peut-être à titre individuel, c'est le bon moment pour ceux qui ont envie de foutre le camp. Bon, c'est un discours que je tiens depuis longtemps, ça n'a rien de nouveau, hein, je suis pas en train de révolutionner ce que je vous disais par le passé, mais il y a quand même cette idée à un moment donné de partir au maximum. Bon, moi, j'en ai parlé sur Facebook, j'ai donné un petit peu des nouvelles de mon propre projet. De l'autre côté, on a ce milieu du ciel qui fonctionne avec Apollon-Vulcain et Apollon-Mercure. Alors, Apollon-Vulcain, ça va aller très vite. Apollon-Vulcain, c'est la puissance économique.
c'est la puissance économique, mais c'est aussi parce que ça c'est pas individuel. Milieu du ciel, si vous voulez, aucun d'entre nous n'est une puissance économique, sauf si vous regardez cette vidéo et que vous appelez, je sais pas, vous appelez Bill Gates. Oui, dans ce cas-là, vous êtes une puissance économique, mais je serais ravi, je serais vraiment très heureux. Quoique tu peux te les foutre au cul tes vaccins, mais ça n'a rien à voir. Mais par contre, à titre individuel, Mercure, Apollon et Vulcain, Apollon, ça peut nous parler de ceci. Apollon, c'est la science, c'est l'économie, mais c'est la science, c'est le savoir, la connaissance, l'expérience. Et avec Vulcain, c'est la puissance de. Donc c'est la puissance de la connaissance, la puissance du savoir. Et Mercure, Apollon, c'est la science de l'écriture, ou la science du verbe, la science de la parole, ou la science de la pensée, ou en tout cas c'est l'expérience de la pensée, ou avoir de nombreuses pensées. Et en fait, milieu du ciel, Mercure, Apollon, avec en plus un Vulcain pas très loin. Déjà, premièrement, d'un point de vue global sur les Français, ça peut nous donner beaucoup de personnes qui prennent la parole, des personnes qui parlent de beaucoup de choses, qui annoncent des choses. Ça peut être des effets de manche. Hein, ça peut être de l'esbrouf, mais ça peut être aussi des révélations. Par exemple, on peut soudainement se retrouver à apprendre des choses qui peuvent être plus ou moins agréables. C'est peut-être des petits scandales qu'on aime bien entendre. Hein, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec Candace Owens qui se fait attaquer par le couple Macron-Trogneux et que ces derniers réclament, veulent porter plainte contre elle, et donc elle est en droit de demander un test ADN. Je pense qu'à mon avis, on va rigoler. Vous voyez, ça peut être très drôle. Donc là, ça peut être ce genre de choses, mais d'un point de vue individuel, si je peux donner un conseil, c'est pile le bon moment, c'est le bon mois pour apprendre des nouvelles choses, pour écrire, pour parler de ce que vous savez, pour transmettre à d'autres éventuellement. L'idée de transmission n'est pas quelque chose qu'on peut négliger aussi, parce que on a toujours également ce Mars, Saturne, Neptune, Zeus, et Saturne c'est quelqu'un de méthodique, et Zeus c'est avoir un projet et donner une direction aux autres. Et en fait, Zeus, Saturne, ça peut être donner une direction aux autres qui va vers l'idée de comment on dit, pas étayer, ététer, on va dire, de débarrasser un peu, débroussailler la tête un peu de l'arbre qui est un peu toute touffue pour en faire quelque chose de joli, vous voyez. L'idée de permettre en fait aux autres d'affiner en tout cas leurs pensées. Et autant je suis plutôt dans l'idée de pour vivre heureux, vivons cachés, fermons nos gueules et ça se passera bien. Autant je pense que c'est pas une mauvaise chose effectivement de pouvoir peut-être cracher un petit peu ses avis par-ci par-là, et que ceux qui ont des ras-le-bol et qui n'en ont jamais parlé, que ce soit le moment où ils ouvrent leur bec, parce qu'ils ont peut-être plein de choses hyper intéressantes à dire et que ce serait dommage qu'on s'en prive, voyez. Alors après, Mercure, Apollon, moi c'est une figure que j'aime beaucoup, Mercure, Apollon, parce que à nouveau, ça c'est aussi la science du langage. Ça peut être le bon moment d'apprendre une nouvelle langue. Voilà. Alors, aubaine parfaite pour tous les ORL, pour tous les orthophonistes, pour tous les phoniatres. Je vous le dis direct. Avec un Jupiter, Vénus, vous tombez là-dessus. Ça, pour tous ceux qui sont dans le réapprentissage ou dans la langue. Ouh, bah si, je suis pas pensé en plus. Tous mes potes qui sont dans le coaching vocal. Mais bien entendu, c'est parfait pour vous. Bien sûr, c'est le coaching vocal également. Mercure, Apollon, puisque c'est la science de la voix, c'est la science de l'expression. Pour ceux qui sont dans la rééducation du mouvement. Ça peut être aussi ceux qui sont simplement, par exemple, des ergothérapeutes. Je dis simplement, c'est pas négligé, hein, c'est juste dans l'idée de savoir se placer, savoir se déplacer. Hein, je sais pas, vous êtes podologue et vous voulez réapprendre la marche à pied pour débutants à des personnes, très bien, c'est parfait, hein, c'est exactement ce qu'il faut. Alors après, on a quand même aussi un joli Uranus-Cupidon, Uranus-Vénus. Uranus-Cupidon, comme je disais, hein, ça peut être la société qui est un peu en mue, un peu en branle, un peu révolutionnée. Mais Uranus-Vénus, c'est avoir un coup de cœur. C'est avoir un coup de cœur. Et en fait, je pense qu'on peut-être compter là sur le mois qui arrive pour se dire, tiens, au sein de notre population, il y a des gens qui se réveillent ou qui manifestent un coup de cœur pour quelque chose de spécifique, et que ça ait un grand élan et que ça soit hyper agréable, et où on va se dire tiens, on n'y avait jamais songé avant, ça fait du bien, ou ça finalement on apprécie. Donc peut y avoir des choses quand même sympas qui peuvent arriver. Il y a peut-être avoir une espèce de réveil agréable de la population pour quelque chose en particulier. Donc je me dis allez, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. On va tous crever. Autant que ça se fasse en s'aimant les uns les autres. Allez, partouze, on n'en parle plus. Voilà, ça sera très bien. Bon, c'était histoire de faire un petit point rapide. Je sais pas du tout combien de temps ça fait, mais bon, vous avez un petit moment. J'aurais peut-être dû parler un peu moins. Je suis navré.
Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve certainement le mois prochain pour un nouveau horoscope, comme le diraient les vampes. Et puis si vous avez vu des choses que moi j'ai pas vues, bah n'hésitez pas, hein, vous en parlez. Bah oui, parce que tiens par exemple, je sais que j'en ai pas parlé, mais hop, essayons quand même d'aller voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve nous. Nous on est en maison 9, donc en lien avec les grandes connaissances, le grand savoir, donc parfait pour apprendre des choses, mais aussi le rapport à nouveau à l'étranger. Donc comme je disais, il y a peut-être des choses effectivement avec nos pays voisins qui peuvent être un peu galères. Et on a l'ascendant en maison 12. Bon, l'ascendant en maison 12, c'est quand notre pays est en déliquescence, hein. C'est le truc qui s'érode, qui est en train de se flinguer, qui tombe en morceaux, qui tombe en lambeaux. Bon, sans surprise, je pense que tout le monde le sait déjà. C'est le pays qui ressemble à une prison. Voilà, on vit dans une espèce de goulag, donc je suis pas sûr que ça s'améliore beaucoup. Comme on dit, on verra bien. Bon bah allez les copains, je vous fais des bisous, puis on se retrouve très vite. Salut!